Au cours de ce deuxième trimestre, nous avons étudié l'histoire de France, de la Renaissance aux Lumières. C'est pourquoi nous vous proposons cette fois de vous replacer dans le contexte des événements historiques emblématiques du XVIe au XVIIIe siècle. L'édit de Nantes a été promulgué par le roi Henri IV de France en 1598 et est considéré comme l'un des documents les plus importants de l'histoire française. C'était un décret qui accordait aux protestants français, également connus sous le nom des Huguenots, une série de droits et de libertés religieuses. Le contexte historique dans lequel l'édit de Nantes a été promulgué était d'une grande importance. La France était divisée en deux groupes religieux principaux. Les catholiques qui étaient majoritaires et les protestants. Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, les conflits religieux entre ces deux groupes ont atteint leur apogée, provoquant une grande quantité de violences et de conflits. Dans ce contexte, Henri IV est arrivé au trône dans le but de pacifier le pays et d'éviter davantage de vents de sang. L'édit de Nantes était la réponse d'Henri IV à ces problèmes. Avec ce décret, les Huguenots ont obtenu le droit de pratiquer leur religion dans les lieux publics et privés, ainsi que le droit de célébrer leurs propres services religieux. Ils ont également été autorisés à construire des églises et à créer des institutions éducatives. L'édit de Nantes en 1598 marque un tournant dans l'histoire de la France et est la plus grande réalisation d'Henri IV. La France a établi la notion de tolérance et proclamé officiellement pour la première fois que les citoyens étaient libres de professer la religion de leur choix, même si le catholicisme resterait la religion du royaume. Sur le plan politique, une amnistie totale a été accordée pour tous les actes de guerre. L'égalité civile avec les catholiques a été garantie. Le droit d'accès à l'emploi public a été garanti et ceux qui avaient fui la France ont été autorisés à revenir. La révocation de l'édit de Nantes. Le 18 octobre 1685, à Fontainebleau, le roi Louis XIV révoque l'édit de tolérance signé à Nantes par son grand-père Henri IV en 1598. Par ce nouvel édit, le roi Soleil signifie qu'il n'y a plus de religion autorisée en France en dehors de la religion catholique.
C'est un coup dur pour la minorité protestante, encore assez nombreuse malgré les brimades et les persécutions antérieures. Ce nouvel édit s'applique à tous les royaumes à l'exception de la région récemment annexée de l'Alsace. Donc, le contexte historique. Après son début de règne glorieux, marqué par les traités de Nimègue en 1678, le roi Soleil veut apparaître en France et en Europe comme le champion du catholicisme, pour gêner les papes Innocent XI et l'empereur Léopold Ier, qui se flattent d'avoir repoussé les Turcs. Sur les conseils de son entourage, il décide donc d'éradiquer les récits protestantes de son royaume. Il reproche aux Huguenots leur sympathie pour l'Angleterre et les provinces-unies des Pays-Bas. Et surtout, le roi Soleil admet mal que deux religions puissent cohabiter dans son même État. Dans les provinces, les intendants recourent à des manières plus brutales, comme d'enlever des enfants pour les baptiser en dépit de leurs parents. En 1681, l'intendant du Poitou, René de Marillac, imagine même de loger des dragons de l'armée chez les adeptes de la RPR, c'est-à-dire la religion prétendue réformée. Ces missionnaires bottés se comportent comme un pays conquis, n'ayant pas de scrupules à piller, violer et parfois même tuer leurs hôtes. Par l'effet de ces dragonnades, les conversions forcées se multiplient. Avec l'édit de Fontainebleau, le roi supprime tout ce qui reste de la tolérance religieuse héritée d'Henri IV. Il interdit la pratique du culte protestant, ordonne la démolition des temples et des écoles et oblige à baptiser dans la foi catholique tous les enfants à naître. En 1689, Vauban exprime dans son mémoire pour le rappel des Huguenots toutes les raisons pour lesquelles l'édit de Fontainebleau est une grosse erreur. Donc, il essaye sans succès de convaincre le roi Soleil de ne pas révoquer l'édit de Nantes. Très vite, le roi peut mesurer l'étendue de son erreur. L'hérésie est loin d'avoir été éradiquée. Des foyers de résistance se forment et les dragonnades doivent reprendre. Sans attendre la publication de l'édit de Fontainebleau, près de 300 000 religieux quittent la France pour des refuges tels que Berlin, Londres, Genève et Amsterdam. Ces exilés, issus de la bourgeoisie laborieuse, vont faire la fortune de leur pays d'accueil et leur départ va appauvrir la France, en la privant de nombreux talents. Ils vont aussi nourrir à l'extérieur les ressentiments contre la France et son monarchie. Le mouvement des Lumières en Europe. Le siècle des Lumières est l'expression qu'on utilise pour définir le XVIIIe siècle. Ce siècle commence historiquement avec la mort du roi Louis XIV en 1715. Lors de cette période, les philosophes et les intellectuels échangent leurs idées et leurs connaissances afin de contribuer au progrès de la science. Ils veulent ainsi s'y opposer à l'obscurantisme, cassé pour les autorités religieuses et politiques de l'époque. Et c'est pourquoi le nom du mouvement, qui vient de l'idée de vouloir mettre les connaissances ou les lumières à la portée de tous et combattre l'obscurantisme et l'ignorance ou les ténèbres. Le mouvement de lumière s'est répandu de toute l'Europe. Et bien que la France et la Suisse soient les pays où les idées de lumière ont le plus circulé,
Elles se sont répandues dans d'autres pays tels que l'Angleterre, et les Provinces-Unies, la Prusse et la Russie. Et les idées de lumière ont été diffusées dans ces pays pour diverses raisons. Tout d'abord par les philosophes du mouvement qui ont voyagé dans différents pays et pour diffuser leurs connaissances, et ensuite par les réunions et les débats organisés dans salons, librairies, académies, cafés, et enfin par l'impression et distribution de pamphlets, de livres et de la célèbre encyclopédie. L'encyclopédie est la plus importante entreprise de publication réalisée au XVIIIe siècle. Ce travail était dirigé par les philosophes Denis Diderot et les mathématiciens d'Alembert. En 1750 ans. Elle est composée de 28 volumes, dont 18 volumes sont d'articles et 11 de pamphlets illustrés. L'objectif de ce travail était de collecter et rassembler les connaissances, idées et théories des lumières disponibles et de mettre à la disposition de tous. Parmi les grands penseurs et représentants du cycle des Lumières, les plus importants et les plus célèbres est Voltaire. Voltaire est né en 1694 à Paris et son vrai nom est François-Marie Heureux. Et il était un écrivain et penseur français qui défendait la liberté de penser et basée sur la raison et critiquait l'intolérance religieuse et le fanatisme. Il a contribué et idées sur les droits de l'homme et la liberté des individus. En raison de ses écrits, Voltaire a été emprisonné à plusieurs reprises, mais nombre de ses contributions ont été bien acceptées par les suites. Finalement, Voltaire est mort en 1778 à Paris et sa ville natale. Le rôle de l'Assemblée nationale pendant la Révolution française. L'Assemblée nationale est née avec la Révolution de 1789, inspirée par l'esprit de les Lumières pendant la Révolution française. L'Assemblée nationale a représenté les révolutionnaires. Le tir était à exiger le roi de France et nombreux droits comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui visait à garantir les droits des citoyens français. Quelles sont les lois gouvernementales adoptées par les rois Louis XVI, c'est encore pour jeter les bases de la République et de la démocratie d'aujourd'hui. L'abolition des privilèges et l'importance de la société d'ordre. La nuit du mardi 4 août 1789, c'est la date plus célébrée de la Révolution française.
car c'est l'enfant du système féodal qui divise la société en ordres, juridiques et social, formés au fil des cycles, composition hiérarchique d'ordres de corps et des communautés distinctes, et définis par des privilèges disparus pour laisser place à un univers social repensé comme un ensemble d'individus libres et heureux. Et la botte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, votée par l'Assemblée nationale constituante le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est l'un des textes majeurs de l'histoire mondiale. Ces idées sont à la base du libéralisme du XIXe siècle, même s'ils n'ont pas été appliqués dans la France révolutionnaire. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a servi de préambule à la Constitution de 1791 et fait partie du bloc constitutionnel de la 5e République et l'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1988 par l'ONU